Salut à tous, épisode 6 en ère LeBron James, donc c'est un début en octobre 2010 en NBA. Et moi j'avais choisi de jouer avec ces Houston Rockets, dont vous apercevez un échantillon à l'écran. Et on sort juste d'un titre en 2013, donc c'est-à-dire que on se retrouve avec deux fois champion en 3 ans autour de James Harden, comme vous l'avez certainement déjà remarqué, mais également du jeune Kawhi Leonard et de Jrue Holiday. On voit que les contrats sont assez solidifiés puisqu'on a déjà anticipé les extensions de Harden et Holiday à l'été précédent. Puis après, on n'aura plus que quelques options à activer, notamment celle sur le contrat rookie de Kawhi Leonard pour sa 3e année à venir. Après, voilà, tous les role players en sortie de banc sont verrouillés. Peut-être mis à part, voilà, quelques petites places qui peuvent rester. Le petit Ivy, enfin le vétéran Ivy ou Marquis Daniels, voilà, peut-être qu'on va pas les conserver, mais ça nous laisse une petite marge pour peut-être prendre un jeune joueur à la draft. Mais voilà, l'essentiel du roster ne devrait pas évoluer pendant l'été. Donc c'est l'été 2013 qui s'annonce ici, avec un certain nombre de joueurs assez connus qui partent à la retraite. On va simplement refuser le départ à la retraite de Marcus Camby. On va lui demander de faire une année de plus du côté des New York Knicks. Sinon, Jermaine O'Neal ou Mike Bibby, Peja Stojakovic, Jason Terry, etc. se retirent. Voilà, on a également Frank Vogel. Écoutez, Frank Vogel, il pourrait encore faire quelques années, non ? Donc on va refuser sa retraite à lui également. Et puis, s'annonce évidemment la loterie après quelques petites adaptations de la partie, notamment l'adoption de la taxe de luxe exponentielle, très important. Si l'aspect financier jouait beaucoup en MyNBA, ce qui est quand même pas le cas, mais très important sur le fond. Et puis deux changements de logo, ok, ça c'est plus anecdotique, même si les Pelicans changent d'identité, et c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qui est projeté ? On est projeté 2e à cette draft, et il y a peut-être un énorme coup à aller faire. Ce que je me dis en tout cas, les Pistons vont finalement hériter du choix numéro 1 et nous du choix numéro 2. Derrière, ce seront les Raptors, les Mavs, les Bobcats, etc. Donc à ce moment-là, je réfléchis bien et je me dis que draft 2013, si on fait un petit effort, quitte à céder quelques pièces, quelques assets, on pourrait aller monter jusqu'au choix numéro 1 pour aller chercher Giannis Antetokounmpo. Cependant, je me suis plutôt dit qu'il fallait que Antetokounmpo aille relancer une autre franchise et peut-être être le tout début de quelque chose pour cette autre franchise. Nous, on était suffisamment riches et qu'on pouvait plutôt essayer de splitter notre choix numéro 2, donc le casser en plusieurs pièces pour conserver quand même le choix d'un joueur intéressant, peut-être top 10, mais pour autant ne pas aller chercher trop haut pour cette draft-là. Donc après examen des différentes possibilités offertes par les autres équipes, je me suis fixé sur ça, sur un échange avec les Pelicans. Pelicans qui nous donnent un choix 9, et puis surtout, on récupère leur choix de l'année d'après sans protection. Donc ça me paraît être extrêmement profitable, parce que ça veut dire qu'on garde une possibilité de renforcement assez intéressante pour l'été suivant. Donc j'ai accepté cette offre-là. Et puis ensuite, un certain nombre de petits trades ont eu lieu ici ou là, mais pas majeurs. Et on va pouvoir basculer comme ça vers la draft 2013. Donc 2013, voilà, que je ne me trompe pas. Parce que les années s'enchaînent et on est bien donc en 2013. La draft de Giannis. Voilà, donc on y va. Donc je vous disais, suite à quelques échanges, ce sont les Bucks. Attention, on va y aller. Voilà, ce sont les Bucks qui vont drafter en premier et qui vont aller chercher le phénomène grec. Donc Giannis Antetokounmpo, drafté en numéro 1 2013 par les Milwaukee Bucks. Donc autour de Andrew Bogut, Brandon Jennings, entre autres, Corey Maggette un peu vieillissant. Ensuite,
Victor Oladipo, drafté par les Pelicans. Alors voilà, c'est un pari, hein. On va voir si Victor peut se développer comme il pourrait l'espérer. Du côté des Raptors, en 3, on va aller chercher Dennis Schroeder en espérant que l'Allemand soit moins baladé que dans sa vraie carrière, où il a beaucoup changé de franchise. Otto Porter du côté des Mavs comme base de reconstruction post-Nowitzki à venir. C'est plutôt intéressant. Rudy Gobert peut-être deviendra un immense défenseur du côté des Phoenix Suns, qui ont eux aussi bien besoin de remonter la pente parce qu'ils sont pas très très bien lotis. Les Denver Nuggets font le pari d'Anthony Bennett. Anthony Bennett, vous vous souvenez tous, évidemment, pas besoin de faire un dessin. Est-ce qu'il aura un meilleur destin que dans la réalité? CJ McCollum est pris par les Portland Trail Blazers pour aller reconstituer le duo avec Damian Lillard, prometteur. Ensuite, les Suns redraftent avec Rob Covington. Et puis on se retrouve, nous, à devoir faire un choix. Alors, j'y avais réfléchi un petit peu à l'avance, vous en doutez. Voyant que j'avais mon 9e choix de 2013. Évidemment, ce serait tentant d'aller sur un pivot. Mais aucun de ces pivots-là ne va être un pivot ultra dominant, que ce soit Steven Adams, Nerlens Noel, Daniel Theis et autres. Donc je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt prendre quelqu'un qui va assurer une belle sortie de banc et qui va se développer et sur lequel on pourra compter lors des années à venir? J'ai nommé Kentavious Caldwell-Pope. Donc j'ai opté, vous l'avez deviné, pour la draft en 9e position de KCP, que j'espère voir se développer au fil des années à venir. Ensuite, on nommera le 10e choix du côté des Bobcats, Tim Hardaway Jr., etc. etc. Donc il y a un certain nombre de jolis joueurs très actifs en NBA, ou en tout cas la majorité en tout cas, parce que Oladipo au final n'y est plus aujourd'hui, mais il a quand même longtemps été intéressant. Anthony Bennett, bon, nous savons tous ce qui s'est passé. Puis après, au-delà du choix 10, voilà, les Sixers ont pris Noel, Reggie Bullock s'est fait prendre également, Steven Adams et Shabazz Muhammad par les Timberwolves, etc. avec Trey Burke, Cody Zeller, Kelly Olynyk, Mason Plumlee, etc., etc. Donc ça nous fait un certain nombre de vrais joueurs qui viennent un peu envahir la partie, et tant mieux, parce que sinon, quand même avec trop de régène, c'est gênant, et puis surtout, voilà, moi ça me perturbe. Il y a des régènes qui viennent un peu trop bouleverser les choses. Voilà, j'aime bien que ce soit des vrais joueurs qui soient dans des équipes qui peuvent ensuite espérer progresser et améliorer année après année leur bilan. On va donc, comme je vous l'avais annoncé, évidemment prolonger le contrat rookie de Kawhi Leonard, et puis pas les options de Ivy ni Daniels, puisqu'on a déjà un joueur en plus par rapport à l'année précédente. Moi j'essaie toujours de viser 14 joueurs, parce que comme ça je me laisse la possibilité de signer un agent libre en cours de saison, un 15e joueur au cas où il y aurait un besoin urgent à cause d'une grosse blessure. On n'a pas de qualifying offers à signer cette année, puisque tout a déjà été prolongé avec anticipation. Et puis donc notre free agency, elle se limitera à la signature d'un vétéran, Tracy McGrady. Donc ça c'est le petit clin d'œil, hein. Si j'arrive à les mettre ensemble sur le parquet avec Yao Ming au même moment, on en profitera. Et puis sinon, tant pis. Voilà, donc notre free agency est très très limité. Il y a eu beaucoup de resignatures. Il ne s'est pas passé de mouvements particulièrement spectaculaires ici ou là. Et on passe de suite à la progression des joueurs. Donc Harden monte à 96. On va le voir dans un instant. Yao Ming demeure à un bon niveau, même si sa note athlétique pour moi est assez rédhibitoire. Jordan Hill n'a pas progressé, c'est pas grave. Festus Ezeli +2. Donc au poste de pivot, on continue à avoir, on va dire, du monde. À défaut d'avoir un très bon joueur, on a plusieurs profils, y compris Pat Patterson qui peut jouer largement pivot. En cas de besoin, Kawhi est monté à 92 d'overall. Trevor Ariza n'est pas cuit du tout. Je
suis bien content de l'avoir récupéré lors de l'épisode précédent. Shane Battier commence à perdre, c'est un petit peu légitime. Sa carrière est longue, il a été drafté il y a fort longtemps maintenant, plus d'une dizaine d'années. T-Mac a perdu un peu d'overall logique. Joe Holiday confirme son excellente aptitude à 89 d'overall. Ish Smith a un peu baissé, un petit peu étonnant pour un joueur de 25 ans, mais pourquoi pas. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et voilà le moment tant attendu des prolongations de contrats anticipées. Donc quand on voit l'opportunité de le faire, moi j'ai tendance à me précipiter et à re-signer les gens que j'ai envie de conserver à l'avenir. Ainsi, Patrick Patterson, un maillon plutôt important de mon effectif, se voit proposer pour un montant de 4 millions par saison. Je rappelle que le salary cap est d'environ 58 millions actuellement. 58 millions, et puis il n'y a pas eu encore l'explosion de l'été 2016 avec tous les contrats toxiques qui ont découlé de cette explosion. On est encore dans une NBA à moins de 60 millions de salary cap, et voilà, j'ai d'autres possibilités de re-signature comme Jeffries ou Ish Smith, mais je ne vais pas les saisir maintenant parce que je vais encore laisser le temps de la réflexion au cas où on bougerait à un moment donné dans la saison pour un trade, pour aller chercher un autre meneur remplaçant ou pas. On verra bien ce que les choses, comment les choses se font. Voilà. Donc on bascule sans transition vers le début de saison 2013-2014. Et donc j'ai évidemment pris la classe de draft 2014, à laquelle j'ajouterai en cours de saison Jabari Parker, parce que sinon il n'y est pas, il n'a pas donné sa licence. Mais Jabari Parker, je trouve ça sympa, j'ai essayé un peu de le recréer, de le personnaliser, de mettre un joueur un peu sexy, quoi, en place. Et puis il est temps aussi d'établir une rotation. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne. Ainsi, je continue avec des minutes très très partagées au poste de pivot. Je réduis à 27 minutes seulement les minutes de Lamar Odom parce qu'il vieillit et parce qu'il devient fatigable assez facilement. Et puis après, on a toujours le trio Patterson, Hill, Easily pour assurer aux minutes de pivot. La principale nouveauté de la saison, là, c'est que c'est Patterson qui terminera les matchs au poste de pivot. Je le trouve plus dynamique que Jordan Hill. Et puis en plus, il offre une possibilité de stretch, c'est-à-dire un joueur qui sait s'écarter pour shooter. Autre particularité, l'intronisation dans l'équipe de KCP avec 15 minutes qui lui permettront, j'espère, de bien se développer. Et c'est parti pour une saison régulière que vous allez voir, j'ai souhaité accélérer pour pas que ça dure trop longtemps. C'est normal, on est sur une équipe qui est quand même pas nouvelle en tant que telle. On est plus sur des découvertes à des moments de l'évolution de certains adversaires. Ici, les Pistons. C'est intéressant parce que ils ont un effectif plutôt sympa autour de André Drummond, mais également avec, voilà, vous l'apercevez, Goran Dragic. Il y a encore Charlie Villanueva sur le poste 4. Voilà, il y a quelques bons joueurs. Monta Ellis ici à la ramasse, prise dans un écran sur James Harden. Et puis on se régale en pick and roll. Toujours pareil, nos pivots ils sont bien nourris grâce notamment à James Harden. Après il y a un homme qui est vraiment émergent dès ce début de saison. C'est forcément Kawhi Leonard, parce que Kawhi, ça devient en plus une gâchette à 3 points, quoi. Donc c'est assez dingue par rapport au moment de sa draft où il était tout juste correct sur le tir extérieur, mais là, non seulement c'est un poison défensif pour les adversaires directs, mais en plus il s'avère gagner dans d'autres secteurs de son jeu. Donc c'était un match qui était rigolo parce que en 4 x 5 minutes, je fais 57 à 47, ce qui signifie que ça a été plutôt un match d'attaque. On était un peu en difficulté au départ, ce qui plutôt m'a fait plaisir en fait,
J'aime bien quand certaines équipes nous mettent en difficulté. Ça m'oblige à me concentrer et à exécuter de manière un petit peu plus propre, si possible. Et puis voilà, déjà d'entrée 34 points pour Kawhi. Donc bah voilà, très bien. Bonne entrée en matière et un score fleuve en extrapolé 137-113. Et puis après, comme je vous le disais, j'ai souhaité que cette saison avance. Voilà, donc vous allez voir que dans une vingtaine de minutes, on aura presque bouclé la saison. Euh, Allons-y, donc on simule toujours du simcast tout court, voilà, pas du simcast live. Je trouve que le simcast live peut être rigolo hein, dans certaines configs de partie, mais là, plutôt d'une simcast, histoire d'avancer, 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 en regardant un petit peu à quel moment est-ce qu'on va perdre pour une première fois. Ça m'interpelle. J'ai envie de savoir ça, qui peut nous battre. Alors j'ai quelques noms en tête, mais vous voyez que par exemple sur la semaine numéro 3 de cette saison, on a battu 2 équipes parmi celles qui sont susceptibles parfois de nous accrocher ou de nous battre. J'ai nommé Clippers et Thunder, bien évidemment. Ensuite on bat 2 fois les Spurs. Ça, c'est un petit peu plus logique. Les Lakers se morfondent avec des bilans là, année après année, qui sont pas très très bons. Donc le mouvement de l'été là, c'est Al Horford qui a été échangé contre Pau Gasol. Donc maintenant Kobe Bryant a quand même un bon intérieur, on va dire, à côté de lui, mais ça s'annonce quand même difficile pour la fin de carrière de Kobe, parce que ces Lakers sont vraiment construits de manière bancale. Et en gros, il y a Kobe et puis pas grand-chose. Voilà, donc on termine la première partie de régulière, premier quart, avec 18 victoires et 2 défaites. On enchaîne ensuite avec quelques petites victoires intéressantes. Je rappelle qu'il y a des pics de draft qui nous intéressent tout particulièrement. C'est ceux de Boston et des Pelicans. Donc on a intérêt à être particulièrement soigneux quand on les affronte, pour leur rajouter une défaite, pour qu'ils aient un bilan le plus mauvais possible. Bon, voilà. On verra ce que ça donne à la fin, mais il y a quand même fort à parier qu'on hérite là de 2 très jolis choix. À l'été 2014, vous voyez qu'ici les moyennes de points sont très satisfaisantes, moyenne tout court les statistiques, hein, avec quand même sur 31 matchs, presque 28 points de moyenne pour Kawhi. C'est quand même pas mal du tout. Il est en train vraiment de step up, le garçon. Et puis KCP, je trouve, le rookie fait quand même du bon boulot. Il s'est bien inclus dans ce groupe. Hein, il s'est bien installé. Donc voilà, j'avais joué ce match contre les Warriors. Et du côté de ces Warriors, le trio Green, Clay, Steph, pour autant entouré par quelques joueurs assez intéressants, se retrouve souvent un petit peu gêné par certaines blessures. Alors, de temps en temps, je triche en faveur de l'IA, c'est-à-dire que je vais un peu réparer les blessures de d'autres joueurs. Bon, évidemment, jamais les miennes, hein, parce que sinon c'est pas drôle, hein, déjà qu'on est fort. On va pas en plus se faciliter les choses. Donc des fois, il m'arrive d'aller réparer 1 ou 2 joueurs dans la ligue, mais jamais des régènes. Voilà. Les régènes, je les laisse blesser. S'ils se blessent, tant pis pour eux. Mais si Steph Curry est blessé, j'aime bien aller enlever sa blessure de temps en temps pour permettre à l'adversité d'être plus compétitive. Voilà, donc on termine un 2e écran de saison régulière ici, avec toujours un bilan très très intéressant. Les Kings, c'est une équipe qui peut nous inquiéter éventuellement. Bon, ça n'a pas été le cas ici. Mais regardez, hop, grosse action de James Harden qui va carrément postériser. Il a du jump, hein, le jeune James Harden. Hein. C'est impressionnant. Hein.
Ouais, ils ont une belle équipe autour de Dante Green et DeMarcus Cousins, Tariq Evans, Omir Caspi. Et puis, peut-être au poste de meneur, c'est un peu. Il y a moyen d'améliorer leur poste de meneur. L'IA va pas penser à aller faire ça, alors qu'il y aurait peut-être quelque chose à aller chercher dans une équipe qui perd, par exemple, quitte à sacrifier des pics. Mais voilà, c'est dommage que le jeu ne le fasse pas de manière plus spontanée, dirais-je. Alors au pire, on ira le faire, parce que il est dans l'intérêt de la partie d'avoir des équipes très très fortes et les plus nombreuses possibles. Euh, En tout cas, voilà. Moi, j'aime bien cette idée-là dans les My NBA que je fais. Alors voilà, encore une petite avancée de calendrier. Regardez, on arrive pas très très loin de la trade deadline et avec toujours un bilan fort intéressant, hein, mais bon, quelques petites défaites hein, par-ci par-là. On a quand même 6 défaites, ce qui pour une équipe comme la nôtre est un petit peu élevé. Alors, trade deadline, est-ce qu'on bouge ou est-ce qu'on bouge pas? Bah écoutez, au niveau de l'effectif, c'est quand même pleinement satisfaisant, hein. Il y a rien à bouger. Il y a peut-être juste sur les tours de draft où on pourrait essayer. Alors, il y aurait moyen de gruger un peu l'IA, hein, mais on va pas forcément le faire. Euh, Néanmoins, voilà, il y avait des petites choses à explorer. Regardez, déjà, qu'est-ce que valent nos tours de draft actuels? Bon, bah, Boston et New Orleans faisant de mauvaises saisons, nos tours 2014 à venir valent très très cher. Donc c'est vrai que là, on pourrait déjà les dilapider en profitant de la valeur marchande. Mais sinon, on peut aussi les garder. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire, bien sûr, de les garder. Et puis après, regarder un peu les choses. On avait fait ce bilan-là au moment de l'été, là, il y a une dizaine de minutes ou plus. Euh, tout est en place hein, sur le plan salarial. J'ai pas grand-chose à retoucher. Le boulot a été fait. Après, si on regarde les éventuelles prolongations de contrat, ben là, il y aurait éventuellement Jeffries et Ish Smith qui sont d'accord de re-signer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais re-signer quand même Ish Smith parce que lui a une place plus importante dans la rotation que ne l'a Jeffries, même si, franchement, par le passé, Jeffries, il a rendu des services assez importants sur les 3 premières années, hein. Mais là, pour moi, ça paraît plus tellement évident vu la progression de certains pivots ou ailiers forts. Je pense à Easily, Patterson notamment, et même d'ailleurs aussi à d'une certaine façon l'importance de Jordan Hill, qui est quand même un joueur solide de notre effectif. Donc voilà, bah, j'ai passé cette trade deadline sans bouger, hein, c'est un petit peu ce qu'on pressentait. Il n'y avait pas besoin de le faire. On atteint la barre des 50 victoires un petit peu avant le All-Star Game. All-Star Game pour lequel, vous allez voir dans quelques secondes, sont convoqués 2 joueurs à nous. Donc James Harden, c'est un petit peu légitime, vu le statut qui est le sien déjà dans la partie. Et Kawhi Leonard, j'avais de l'espoir pour lui. Bah, on va voir si Kawhi est convoqué. S'il ne l'est pas, c'est un pur scandale. Et regardez, voilà, on va afficher la feuille de match du All-Star Game. Alors c'est rigolo, le jeu n'a pas évolué, ça fait toujours Est contre Ouest, mais je veux dire, même en moderne, euh, visiblement NBA 2K a du mal à s'adapter au virevoltage de la NBA d'Adam Silver pour essayer de rendre le All-Star plus attractif. Donc réponse oui, Kawhi était bien All-Star cette année et il était même starter. Donc c'est plutôt ça annonciateur de très très bonnes choses pour les années qui viennent. Et voilà, on déroule tranquillement. On a déjà été ici chercher la moitié du mois de mars avec encore une jolie série de victoires. Il ne reste donc plus qu'à conclure cette saison régulière avec encore 11 matchs à jouer. Vous voyez que les équipes qu'on pouvait attendre dans les 8 sont à peu près celles qui paraissaient celles qui sont là, hein,
avec une petite mention pour le Utah Jazz, qui est quand même pas mal, emmené par Asia Thomas. Et bon, il y a aussi Gordon Hayward ou Paul Millsap, bien évidemment. Et puis voilà, on avance tout doucettement vers la fin. Voilà, 69 victoires à ce stade-là, au moment d'aborder les 10 derniers jours de saison régulière. Voilà, on monte à 72 et 8 avant d'aller comme ça terminer les 2 derniers matchs. Voilà, j'ai avancé, donc relativement massivement. On bat le Jazz et on va terminer en simcast contre les Spurs. Donc voilà, une victoire supplémentaire. Ça nous fait une fort jolie saison, une saison à 74 victoires. Donc ça veut dire qu'on est all-time en termes de bilan. Et puis voilà, on va basculer vers les distinctions. Donc fort logiquement, et c'est super mérité, James Harden est MVP de la saison régulière. Ici, là, en 2014. Ensuite, le rookie de l'année n'est autre que Giannis Antetokounmpo. J'ai envie de dire, qui d'autre aurait pu être rookie de l'année? Qui d'autre que Giannis? Ça paraît complètement logique là encore. Ce qui est amusant, c'est que Washington a fait de Bradley Beal un 6e homme. Et c'est vrai que 6e homme de l'année, il le mérite amplement au vu des statistiques. On notera le 46,3% à 3 points. Ensuite, le défenseur de l'année n'est autre que Kawhi Leonard. Tu m'étonnes. Le gars a marqué de son empreinte la saison également, comme Harden l'a fait. Après, le MIP, tiens, c'est vrai que John Wall, il a pris 6 points en moyenne par rapport à la saison précédente. On notera le quasiment 47% à 3 points. Alors ça, c'est pas vraiment John Wall, entre nous. Mais bon, c'est hyper mérité quand même le MIP pour John Wall. Et puis évidemment, notre coach, Rick Adelman, se retrouve coach de l'année. Pendant que le dirigeant de l'année, c'est celui des Clippers. Ok, fort bien. Le 5 All-NBA, le premier 5, il est très très beau avec Derrick Rose. Donc James Harden forcément. LeBron James, Blake Griffin et DeAndre Jordan. Les Clippers ont 2 hommes dans le premier 5. Ensuite, DeMarcus Cousins, Kevin Durant, Kawhi, D-Wade et le Steph, qui malheureusement est blessé pour la fin de saison, mais il a fait quand même une très très belle régulière dans le deuxième 5. Ensuite, Kobe Bryant, Kyrie Irving sur le backcourt du troisième 5. George et Anthony sur les ailes. Et Serge Ibaka en pivot de la troisième team NBA. Puis après, pour ce qui est de la All Defensive, team numéro 1, Noah Boozer pour la raquette des Bulls. Kawhi évidemment, Drew, comment est-ce qu'il peut en être autrement, et John Wall qui est déjà aussi une vraie référence défensive à ce moment-là. Et on mentionnera aussi Chris Paul, Klay Thompson, Jimmy Butler, Andrew Bogut et Draymond Green pour le deuxième 5 défensif. Voilà, tout ça est très très joli. Il n'y a que des gens qui méritent leur place ici. Dommage qu'on ne puisse pas en donner plus. Après le 5 des rookies, on y retrouve Giannis bien sûr, Nerlens Noel, Otto Porter, KCP et Michael Carter-Williams. C'est lui qui avait été rookie de l'année dans la vraie vie. C'est amusant. Ensuite, Schroeder, André Robertson, Anthony Bennett, Nicolo Melli et Steven Adams pour ce qui est du deuxième 5 All-Rookie. Donc, ok. Leurs performances sont peut-être passées un peu moins visibles, parce qu'ils ont un rôle qui est quand même un peu plus limité quand même pour le moment dans la ligue. Et c'est parti pour les playoffs. Voilà. Donc on se retrouve, nous, à affronter Golden State au premier tour. Il faut quand même admettre que sans Steph Curry, ça n'a pas beaucoup de piment, la confrontation, puisqu'elle est quasiment perdue d'avance pour les Warriors. Et donc, on va se retrouver très très rapidement avec un balayage. D'ailleurs, Sacramento, que l'on retrouve en demi-finale de conf, a aussi balayé les Spurs. Sacramento est très très fort, on va pouvoir le constater. Ensuite, OKC et les Clippers ont également dominé largement leur série. Donc c'est assez intéressant. On voit que
à l'Est, New York, Washington et Miami, Cleveland vont s'opposer. Puis le début de la série là est plutôt à l'avantage de Houston hein, vis-à-vis de Sacramento. Donc j'ai plutôt été rassuré par ça. C'est vrai qu'en fait, Sacramento, ils ont une belle équipe, mais il leur manque quelque chose pour pouvoir vraiment nous inquiéter. Et donc, il n'y aura pas vraiment de suspense. DeMarcus Cousins, Dante Green et compagnie n'ont pas réellement pu nous poser de soucis. Ça valait pas vraiment le coup de jouer même un match. C'était inutile. Par contre, gros choc dans l'autre demi-finale de conf, c'est le Thunder qui a battu les Clippers. Donc, c'est pas vraiment une surprise. Et on entame ici la finale de conférence déjà. Houston contre OKC. Donc on voit que c'est un petit peu plus serré, logique. Et puis on va pas tarder quand même ici à jouer un match. Regardez, nous menons 3 victoires à 1. Et donc là je décide de jouer le match 5 pour essayer de conclure l'affaire. OKC, vous voyez, Kevin Martin a un peu régressé. En revanche, ils ont 2 joueurs à plus de 96. Serge Ibaka est toujours bien là. Et c'est peut-être dans la raquette hein, qu'on pourrait regretter le fait que Luis Scola ait baissé en niveau et donc se retrouve assez faible en bout de banc. Hein. Et donc il leur manque quand même quelques joueurs pour pouvoir nous inquiéter davantage quoi. Hein. Après, il y a un truc que je trouve intéressant avec cette équipe de KC en version KD et Russ West, c'est d'observer s'il y a un vrai partage du ballon, parce que si je devais m'occuper de cette équipe-là, je pense que je donnerais une latitude totale à KD pour pouvoir prendre l'essentiel des actions à son compte, et ça n'est toujours pas le cas. J'avais déjà déploré ça lors d'une année précédente. Alors là, ici Russ West, hop là, s'amuse facilement hein, avec Ish Smith, pas de problème pour lui. Mais sinon, ça va pas le faire pour OKC, parce qu'en fait, au moment qui compte réellement, ils ont du retard. Après, nous en plus, on arrive à trouver des petites solutions. Les shoots externes de nos 3, on va dire, shooters majeurs ont tendance à rentrer. KD est quand même bien défendu, même s'il est très très fort. Et Russ West a tendance à forcer, hein, comme je l'évoquais, en tout cas comme je le sous-entendais juste avant, sa force. Il est défendu par Drew, donc il peut pas s'amuser comme quand c'est Ish Smith. Donc bon, voilà comment on va ici terminer un petit peu l'affaire. Ça n'aura pas été serré du tout. OKC aura été passé un peu à la moulinette. Et j'ai fait rentrer T-Mac, comme je le disais un peu avant, dans le garbage time. On a mis T-Mac avec Yao. Et donc, on va en finale NBA. Voilà, donc on va croiser les doigts maintenant. 3e finale NBA en 4 ans pour cette équipe des Rockets. Le match n'aura pas été trop serré. En plus, on a eu une relative adresse. Après, je sélectionne vachement les shoots. Hein. J'essaie de ne pas prendre des 3 points à tout va. Je les prends quand c'est vraiment ouvert, quand c'est un peu construit. On essaie de créer des décalages. Bref, habitude en fait de jouer avec cette équipe. Et c'est vrai que quand vous avez l'habitude de jouer avec une équipe sur ce jeu, vous êtes quand même vachement meilleur que quand vous commencez à découvrir quelque chose. Donc il y a eu un relatif partage du temps de jeu. Vous voyez, Kevin Durant, ça fait vraiment de la peine. Il termine à 2/17 en extrapolé, tellement il a été éteint par Kawhi. Le défenseur de l'année a justifié son statut en fait. Et voilà comment donc on attend sagement notre adversaire pour les finales NBA. Donc New York, Miami. Qu'est-ce que ça va donner ? Regardez, c'est Miami qui va se qualifier. Donc ça aurait été assez serré dans cette série. Voilà, j'anticipe légèrement, désolé, voilà. Hop, l'axe LeBron James, D. Wade, Chris Bosh aura été supérieur à Kyrie Irving, Jimmy Butler et consorts. Donc pour les Knicks, c'est une petite clacounette.
Et puis par contre pour nous c'est plutôt sympa parce que ça veut dire qu'on va se retrouver avec une finale à laquelle on n'a pas encore eu droit dans ces années qui ont précédé. C'est une nouveauté de trouver Houston contre Heat en finale, un partout, puis le Heat prend l'avantage, 2 victoires à 1. On va revenir à 2 victoires partout, une finale qui est au moins serrée, plus serrée pour nous que les premiers tours de play-off. Et on prend même l'avantage, 3 victoires à 2. Peut-être le moment d'essayer d'aller parachever notre œuvre sur le parquet de Miami. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire pour le match 6, en me disant qu'il y avait encore un joker au match 7. Donc D. Wade, LeBron, Chris Bosh, entouré de Greg Oden, qui cette fois n'est pas blessé, alors que nous savons tous ce qu'a été sa carrière à cause des blessures. Et Mario Chalmers, voilà. Donc petit clin d'œil, Mario Chalmers, qui était aussi de l'aventure, avec LeBron et compagnie. Allez, c'est maintenant ou jamais pour Miami. Il faut absolument gagner ce match-là. Donc LeBron James, il n'a pas beaucoup de chance parce qu'il se prend un certain Kawhi Leonard. Voilà, c'est un petit clin d'œil vis-à-vis des finales 2014. Kawhi, qui, vous le savez tous, si vous avez regardé ces finales-là comme moi, avait fait un mal de chien à LeBron James. Kawhi qui était évidemment aux Spurs. Et puis là, on retrouve un petit peu le même scénario, à savoir une équipe au sein de laquelle nous avons une arme anti-LeBron. James Harden se sent bien. James Harden distribue, mais Lamar Odom est aussi capable de jouer le pick and roll, explosivité de Kawhi vers le cercle. Ici, hop là, ça c'est une petite séquence qu'on a déroulée depuis déjà 3 années dans la partie. Tout ce qui peut être de l'ordre de Kawhi Odom qui combinent ensemble. Yao Ming, N1 sur, je crois que c'était Joel Anthony qu'on a vu, ou c'était Greg Oden déjà non, c'était Oden, pardon. Et puis des passes un peu lointaines. Regardez, c'est marrant quand même. Et ces passes-là, elles arrivent tout le temps quand c'est l'IA. Si vous en tentez une, par contre, jamais de la vie vous la réussirez. Donc on a pris plutôt un bon début. On a fait quelque chose de pas mal en première mi-temps. Regardez, Kawhi va sortir ici à 3 points. Hop là, 0 degré. Ok, faute de Yao, mais ça n'impactera pas le shoot valable pour Kawhi. Et puis on est toujours dans ce mano à mano. LeBron contre Leonard. LeBron qui va ici, oui, s'en sortir. Bravo. Une des rares fois il aura pris le dessus sur Kawhi Leonard. Avec peu d'adresse à 3 points pour le hit. C'est un petit peu là que se fait la différence en fait. Nous on est quand même à 3 sur 8. Plutôt correct. On a 10 points d'avance. Donc il faut arriver à gérer cette deuxième mi-temps sans prendre le bouillon, sans laisser non plus D. Wade se chauffer un peu trop. Voilà, faire attention à un réveil éventuel de LeBron James. Vous voyez, quand il n'y a pas Kawhi sur le terrain, c'est pas la même. Il marque un peu comme il veut. Et voilà, aussi essayer de prouver qu'à l'extérieur, on est aussi capable de rentrer des shoots. Ici, c'est Drew Holiday qui trouve bien le cercle. James Harden pour le N1. Il y a eu faute, panier avec la faute. On va aller sur la ligne des lancers. Ça sent très très bon. C'est presque fini tout ça. On va s'imposer malgré, hop là, une dernière tentative de rébellion de Chris Bosh. J'aime bien quand ils font presse tout terrain là, parce que hop, tu poses un écran avec celui qui a remis la balle en jeu. Et derrière, il y a moyen de créer des décalages assez gratuitement et de sanctionner ensuite. Voilà, dernier rebond du match pour Kawhi qui garde la balle. Et c'est le titre pour les Houston Rockets ici. On aura donc gagné cette série 4 victoires à 2 avec quand même à l'arrivée une certaine maîtrise, on va dire. Tout ce groupe là autour des 3 que j'ai déjà nommés suffisamment, mais les Easily, Patterson, Ish Smith, Shane Battier, voilà,
tous ces gens ont compté. Trevor Ariza, ils ont tous été très très forts et bien dans leur rôle, sachant qu'ensuite les deux superstars, les 2,5 superstars, j'ai envie de dire, avec Jrue Holiday qui est quand même hyper fort, on fait le boulot. Voilà, parfait. Le MVP des finales sera James Harden. C'est bien mérité statistiquement, il n'y avait pas photo. On aurait pu penser à Kawhi pour le clin d'œil, mais c'est James Harden qui va l'être. Et puis sinon, ce qu'on pourra constater, c'est qu'au niveau de la défense extérieure, on est arrivé à avoir une équipe maintenant qui, malgré la présence du barbu, est hyper forte et ne laisse pas grand-chose à l'adversaire, à l'image du pourcentage à 3 points pour l'équipe du Heat en ces finales 2014. Voilà. Eh bien, sur ce, je me suis dit, bon, ok, tu vas enchaîner les titres, là, ton équipe, elle est super forte. Est-ce que ce serait pas le moment de peut-être prendre un nouveau défi ? Alors bon, regardez bien l'analyse du plafond salarial. De toute façon, la situation, elle est hyper saine. On n'a aucun problème à pouvoir voir l'avenir. On est en tout petit débordement, mais tout ira magnifiquement bien. J'ai eu l'idée de prendre une équipe. Une équipe à laquelle vous attendez peut-être pas, mais une équipe que je suis allé chercher au fond de la NBA. J'ai nommé les Boston Celtics. En fait, les Boston Celtics, ils sont en toute fin d'histoire du quatuor magique qui avait rapporté le titre en 2008. Et donc Kevin Garnett n'est plus là, Ray Allen n'est plus là, il reste encore Rondo, il reste Paul Pierce. Et puis après, bon, ok, il y a Gigi Redick, mais il y a vraiment pas mal de choses à reconstruire. Et puis une situation qui est quasiment récupérée depuis zéro, parce que il y a, ok, peut-être encore un peu de valeur marchande sur ces deux joueurs principaux qui restent, mais ça fait quand même bien peu de choses. Il y a pas mal de régènes. Si on aperçoit John Henson quand même comme jeune joueur qui peut faire partie de la reconstruction. Alors ce que je me suis dit, c'est que j'allais m'attaquer au dossier des Boston Celtics. Alors je n'abandonne pas Houston, mais faire une espèce de reset à Boston pour essayer de repartir sur des bonnes bases. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, allez, tu commences, tu dégages tout le staff, on va changer tout le staff. Boston a été dernier 30e équipe de NBA en cette saison 2013-2014. Donc c'est le moment ou jamais de vraiment reconstruire et de partir dans un projet avant la draft qui peut nous permettre déjà de planter les graines pour la suite. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu l'histoire. J'ai trouvé comme ça ce coach, Buck Williams, qui a l'air d'avoir de magnifiques notes, à la fois défensivement et offensivement. Il a l'air génial, ce gars. Donc ce sera lui qui sera à la tête du projet. Buck Williams. Et puis après, c'est important d'avoir du staff médical de qualité. Le staff en général, je pense, a une certaine influence, notamment sur les blessures, pour ce qui est du médecin de l'équipe. Ça c'est avéré, c'est pas je crois, c'est j'en suis sûr, parce que je l'ai déjà testé. Prenez le même effectif avec un médecin pourri ou avec un bon médecin, vous aurez quand même nettement une différence au niveau des blessures, quoi. Donc ça, pour moi, c'est assez clair. Maintenant, l'influence du coach, je pense que je la vois aussi. Après, il y a d'autres postes du staff sur lesquels l'influence, je la vois moins. Par exemple, le recruteur, à la limite, oui, parce qu'il va être capable de mieux cerner le potentiel des futurs rookies, mais le directeur financier, par exemple, c'est quelque chose qui n'a aucune incidence. Voilà, le directeur financier, on s'en fout un peu. L'assistant GM,
Il y aurait une petite idée, ce serait qu'en fait, ça aurait un impact sur la qualité des échanges qu'on vous propose quand vous faites des recherches de trade. En tout cas, c'est ce qui serait légitime. Maintenant, sincèrement, je mets pas ma main à couper là-dessus. En tout cas, par contre, le fait que le directeur financier ne serve pas à grand-chose, ouais, j'en suis certain. Il servait dans l'ancien MyGM. Ça pouvait avoir un impact. Mais moi, je joue jamais en MyGM depuis 2019, parce qu'il y a eu à ce moment-là un changement. Vous le savez, si vous êtes des anciens joueurs, il y a eu un changement assez insupportable. Et celui-là, j'étais pas prêt à l'admettre. Allez, donc on garde Houston évidemment dans un coin, mais on va surtout regarder comment est-ce qu'on peut rebâtir ces Boston Celtics. Donc j'ai demandé à certains de rester en NBA. Là, on a aperçu Ray Allen une dernière saison, Marcus Camby. Bon, après, on accepte sans problème la retraite pour d'autres. Hein, donc voilà, Marcus, tu restes. John C. Billups, allez, on laisse partir. Il a fait son temps. Il a été incroyable. On va demander à T-Mac de rester une saison de plus du côté de Houston pour aller peut-être chercher une deuxième bague. On le souhaite pour eux. Puis après, voilà, on avait aperçu Steve Nash. Il y a comme ça un certain nombre de joueurs qui vont ici partir à la retraite, des joueurs qui ont été assez majeurs dans la ligue, hein, qui s'en vont. Au niveau des retraites du staff, on voit là aussi des gens qu'on connaît, hein, comme Frank Vogel, voilà, qu'on va conserver. Et puis, non, on peut pas, parce que j'avais déjà essayé de m'opposer à sa retraite. C'est dommage, parce que c'était le coach du Jazz, là, dans la partie. Et honnêtement, le Jazz est plutôt pas mal et a besoin d'un bon coach. Donc, voilà, dommage pour eux. Intronisation au Hall of Fame, Steve Nash a droit de faire partie du Hall of Fame, bien évidemment. Retrait de maillot, les Suns retirent le numéro 13, fort logiquement pour leur meneur historique canadien. Et puis après, voilà, il y a des petites modifications qui sont relativement mineures, plus un certain nombre de changements d'identité visuelle pour Charlotte, qui deviennent les Hornets. Et puis après, il y a des parquets, des tenues pour d'autres équipes. Donc on accepte à peu près tout ça, hein, bien sûr. Plutôt sympa. Et on valide aussi les changements qui ont été intronisés. On les valide ici au moment des réunions de la Ligue. Donc là encore, pas de mystère. On fait tout ça. Il n'y a pas de problème. Et on bascule vers la loterie. Alors regardez la loterie. Qui a 25% d'avoir le premier choix? Les Houston Rockets. Et oui, ils avaient le pic de Boston, pire équipe, pire bilan. Et puis les Rockets, ils ont même un 4e choix. Parce qu'il y avait un tour de draft de New Orleans qui avait été récupéré l'année précédente contre le 2e choix. Bref, vous m'avez compris, ça s'annonce encore pas mal. Mais les Celtics héritent du 3e choix. Ah, ça c'est important. 3e, 11e, y a peut-être de quoi drafter, d'autant plus qu'on n'a pas dit notre dernier mot pour ce qui est peut-être d'essayer de monnayer nos joueurs. Je vous ai parlé de quelques éléments ici là dans l'effectif des Celtics qui avaient de la valeur. Alors ça, c'est juste un trade que je vous montre parce que Houston va essayer d'aller chercher le choix numéro 1. Voilà. Donc va sacrifier Jordan Hill. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous spoiler pour aller chercher qui en numéro 1 à la draft 2014 à votre avis? Si Houston accepte de laisser partir un pivot, c'est pas forcément par hasard. On va se laisser quelques minutes de faux suspense. Le temps de traiter la question des Boston Celtics toujours. Hein. Donc alors, y a fort à faire. Il y a fort à faire pour essayer de reconstruire l'équipe dès cette draft 2014. J'ai donc fait le tour, j'ai checké un peu tout ce qui était possible, j'ai passé du temps et j'ai trouvé que une superbe option pour Boston, c'était d'envoyer Rajon Rondo aux Kings pour essayer de miser sur le fait que
les Kings ont besoin d'un vrai bon meneur comme peut l'être Rajon Rondo pour encore améliorer leur équipe. Alors après, il faut un peu équilibrer les salaires. Je prends un régène d'équilibrage, et puis surtout récupérer un pic. Donc, vous voyez, les Kings sont plutôt intéressés. Il y a une négociation comme ça qui va se mettre en place. Cette négociation sera assez longue parce qu'il y a quand même des joueurs dont je ne veux pas. Par exemple, je ne veux pas récupérer Oudry, Beno Oudry. Je veux qu'il reste leur meneur backup. Je n'ai pas envie qu'ils se débarrassent de Oudry. Il faut qu'ils aient Rondo et Oudry en backup. C'est plus sympa pour eux et pour l'intérêt de la partie. Moi, j'ai aucun intérêt à prendre Oudry. Après, je veux bien récupérer un régène s'il le faut, il n'y a pas de souci, on ira jusqu'au terme de son contrat. Et puis de toute façon, on vivra très bien avec. Mais voilà, donc, petite négo là, pas évidente. Ah bah voilà, là ça colle. Regardez, on va sacrifier des deuxièmes tours. On va envoyer aussi le dénommé Jalen Bowen, régène. Et puis en face, on récupère quand même pas mal de choses très très positives, dont des pics pour les années à venir. Alors peut-être que avec la réussite à prévoir des Kings, les choix ne seront pas tous très hauts à la draft, mais c'est pas très grave. Ça reste des premiers tours. Et puis on n'est jamais non plus à l'abri de Kings qui font une saison un peu moins bonne et de choper comme ça quelque chose d'assez monstrueux. Donc voilà, on reste ouvert. Rajon Rondo en tout cas est parti aux Kings. Ensuite, j'ai encore une fois enquêté pas mal et je me suis dit que, après examen de la situation, il était sympa d'offrir à Paul Pierce une opportunité d'aller chercher un titre. Bon, il y a déjà eu un dans la partie même virtuellement, puisque 2008, les Celtics avec Paul Pierce, champion, mais je me suis dit que ça pouvait être vachement sympa d'aller comme ça lui proposer allez, une dernière danse du côté de KC, peut-être un 6e homme de luxe. Nous, on récupère un contrat relou, mais peu importe, parce qu'au final, ce contrat-là, on est prêt à l'absorber, puisqu'on prend en échange, on prend des tours de draft. Donc c'est très très bien. Moi, ça me va totalement. Luis Scola, en plus, petit clin d'œil par rapport au tout début de partie. Voilà, donc c'est parfait pour moi. Absorption du contrat de Scola. Et Paul Pierce sera donc en soutien de Kevin Durant et Russell Westbrook pour essayer comme ça enfin de briser l'hégémonie des Rockets à l'ouest. Et dernier petit trade, c'est J.J. Redick qui va nous quitter. J'ai trouvé là une équipe qui était en besoin d'un shooter un peu dingue. Ce sont les Bulls bien sûr. Et moi je vais leur prendre le vétéran Kyle Korver en échange. Et eux vont récupérer J.J. Redick, donc ça paraît pas mal. Je voulais équilibrer avec un régène. Bon, la négo elle est assez longue. Honnêtement, c'est pas évident. Ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Donc au final on va se mettre d'accord, mais parfois c'est très très délicat en fait de mener ces trades à leur terme. Ça va même terminer, regardez, ils veulent vraiment s'en débarrasser. Hein. Ça va même terminer avec Taj Gibson, qui fait partie du trade. Donc à la limite ça me va, sauf que je veux pas lâcher de tour de draft. Donc il faut là encore réussir encore à équilibrer. Je voulais pas les démunir de Taj Gibson. Je me disais que ce type-là avait quelque chose à faire en sortie de banc pour le compte des Chicago Bulls. Mais bon, finalement on arrive à se mettre d'accord. Alors c'est très long les négos, hein. C'est pour ça que pour une fois j'ai pas tout monté. Mais c'est vraiment long, donc voilà, je tente encore ma chance avec un deuxième tour de 2018. Mais après, ce qui est bien, c'est que quand on sent qu'il y a une accroche et que le trade peut se faire, allez, c'est une affaire de patience, de petits ajustements pour arriver encore à trouver un accord définitif. Vous voyez, c'est le tour 2014 d'Atlanta que j'ai pas envie de lâcher. Celui-là, je vais pas le lâcher, quoi. Il vient un moment... c'est un peu pénible de se défaire de ça. Est-ce que J.J. Redick plus un régène d'Arjuan Summers, ça pourrait pas aboutir? Et ben voilà, on rajoute 2 deuxièmes tours des années à venir.
Et on est arrivé à l'équilibre. Le deuxième tour dans NBA 2K en mode MyNBA, avec le jeu des drafts incomplètes et donc des régènes complètement débiles. Au final, c'est une fausse monnaie, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à refiler de la fausse monnaie à l'adversaire. J'essaie de pas trop le faire, mais là, bon, ok. C'était vraiment... Je crois pas que les Bulls soient perdants dans ce trade. Et puis après, regardez, d'autres trades vont intervenir. Kevin Love va aller rejoindre les Pistons. On observera également Seth Curry qui va aux Lakers. Ainsi que des petits échanges entre Knicks et Jazz d'une part. Et un échange qui amène Marcin Gortat du côté de Washington pour aller aider John Wall et Bradley Beal. Bon, très bien. Ça a donc un peu bougé déjà sur le marché des trades avant la draft. Allez, c'est parti. Roulement de tambour. Qui donc est-ce que les Houston Rockets peuvent aller chercher en numéro 1 à la draft 2014? Je vous le donne en 1000. C'est Niko Jokic qui va aller comme ça renforcer, si tant est qu'elle en avait besoin. Mais en fait, à l'intérieur, oui, l'équipe en avait besoin. Hein. Donc, renforcement des Rockets par un joueur pas très connu, un Serbe un peu étrange, Niko Jokic. Ensuite, le deuxième choix est Andrew Wiggins du côté des Timberwolves. Ok. Et nous, on a un troisième choix à Boston. Alors, qui est-ce qu'on va aller chercher? Là, je pense que il n'y a pas photo. Ça va être Jojo Embiid. Je me suis attaché à prendre, vous allez le voir par la suite, uniquement des joueurs aux Celtics qui n'ont jamais été champions IRL. Voilà. Donc Jojo Embiid, voilà, typiquement le joueur, le what if par excellence, avec son process qui n'a jamais abouti du côté de Philadelphie, pour le moment. Ensuite, Dante Exum est drafté en 4e position par les Bulls. Très bien, sur un poste où ils avaient des besoins. Les Rockets vont utiliser leur 5e choix pour aller enrichir notamment le poste 4 par Aaron Gordon. Ça va être le successeur de Lamar Odom. Ensuite, les Knicks, bah oui, préparer le départ à la retraite de Kemby. Il faut Clint Capella, bien évidemment. Donc, très bonne pioche que le Clint. Ensuite, Gary Harris va aller à Denver, comme dans la réalité. Ensuite, les Raptors vont aller chercher Julius Randle. Ça peut être pas mal pour Randle, parce qu'il y a de la place sur ce poste-là du côté des Raptors. Et on a de nouveau un choix de draft. Et là, écoutez, on va pas se priver, hein. On va aller chercher Zach LaVine, bien évidemment. Donc, Zach LaVine, encore un joueur un peu... Il y a des gens qui critiquent, quoi. Hein. Moi, j'aime beaucoup Zach LaVine. Je trouve que le mec est attachant en plus. On voit que vraiment... ok, il a pas toujours eu de la chance. Et puis, ça reste quand même une éthique de travail plutôt sympa. Et maintenant, il est aux Kings, donc autant dire que sa carrière, elle est un peu en stand-by. Donc, j'ai été chercher Zach LaVine. Portland prend Youssouf Nurkic. Très bien. Et on a de nouveau encore un choix avec Boston. Et là, j'ai pas hésité une seule seconde. Marcus Smart, bien évidemment. Donc, on a été chercher Embiid, LaVine et Smart. Ok, parfait. On a peut-être encore un petit choix qui traîne, je me souviens plus. Est-ce qu'on avait encore un choix derrière tout ça? Oui, il y en a encore un qui arrive. Mais c'est pas tout de suite. D'abord, T.J. Warren du côté de Charlotte. T.J. Warren, un vrai bon joueur. Moi, j'ai bien aimé ce gars-là dans sa carrière. Je trouvais intéressant. Même s'il était un peu monodimensionnel, mais bon, voilà. Jeremy Grant du côté des Lakers. Et voilà, peut-être ça. Enfin, on prépare un peu l'avenir du côté des Lakers dans cette partie. Les Nets vont aller chercher Bogdanovic. Alors, pour la petite histoire, ils avaient déjà Bojan. Donc, il va y avoir un duo de Bogdanovic aux Nets dans cette partie. Ça va être marrant. Les Warriors essaient de se renforcer sur l'aile. Quelle bonne idée avec Glenn Robinson III.
Donc très très bien. Le Utah Jazz va chercher, ils ont besoin un peu de force à l'intérieur. Maxi Kleber, qui peut jouer pivot aussi, hein, pas que ailier fort bien évidemment. Et on a, encore avec Boston, un 17e choix. Ce 17e choix, là aussi j'ai pas beaucoup hésité, je vous en ai parlé un peu en début de vidéo. Il y a un type que j'avais envie de voir et j'ai essayé de m'appliquer pour en créer les caractéristiques les plus fidèles qu'il soit possible en tout cas. Bon, le visage est pas terrible, hein, désolé, hein, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est Jabari Parker. Jabari Parker n'est pas dans la classe de draft par défaut, donc j'ai essayé un peu de l'éditer. Je vais voir ses caractéristiques principales ici et là, et essayer de trouver, c'est un Juki, voilà, on change un peu la taille pour avoir la vraie, le poids, l'université de provenance. On peut même s'amuser à lui mettre des moves associés. Bref, vous avez compris, j'ai pris Jabari Parker un peu pour le fun. Joe Harris avait été pris ensuite, Dario Saric, Kyle Anderson, Doug McDermott aux Pacers, Elfrid Payton aux Bulls, Dwight Powell aux Sixers, KJ McDaniels aux Cavs, Micic qui vient cette fois en NBA jeune à 20 ans du côté de Miami, Dinwiddie aux Hornets, Torrey Craig, Bruno Caboclo et Cristiano Felicio, Jordan Clarkson pour venir combler cette 30e place de premier tour. Voilà, vous l'avez compris, cette draft était marrante. Je me suis fait plaisir. Jojo Embiid, Zach LaVine, Marcus Smart et Jabari Parker pour venir comme ça fonder une équipe du côté de Boston. Voilà. Jabari Parker, il sort à 74. Hein, et je vous ai pas fait un génie là. Hein. On a essayé d'être un peu raccord avec, on va dire, une certaine réalité des choses. Alors, les options, John Henson et Nicolo Melli, qui étaient déjà là tous les deux, qui avaient été draftés par Boston avant que j'en prenne le contrôle. Hein. Évidemment qu'on les prolonge, on aime bien les vrais joueurs. Nicolo Melli, c'était un peu un stretch fort, hein, en quelque sorte. John Henson, on le connaît, un pivot relativement fiable en son genre. Et puis voilà, ça va passer très rapidement vers l'été en ce qui concerne la free agency. Donc pas de qualifying particulière à part peut-être Jerebko, le Suédois là qu'on avait la possibilité de conserver, donc je vais quand même essayer de le conserver. On va voir si ça fonctionne ou si quelqu'un d'autre le signe. Après voilà, j'essaie d'éliminer les rookies tant que je peux, les régènes. J'essaie d'éliminer tout ça parce que c'est assez pesant quand même d'avoir des visages complètement débiles de régènes, et puis surtout avec des progressions, bref, une influence sur la partie globalement que je trouve néfaste. Et moi, à la free agency, je vais aller chercher Michael Beasley. Décidément, vous allez me dire, entre Jabari Parker, Zach LaVine, là, tu prends Michael Beasley, ou Kyle Korver aussi, ça fait un paquet de mecs qui défendent pas beaucoup. Justement, c'est ça qui est fun, en fait, c'est de changer un peu de projet, parfois. On va lui mettre un joli salaire, après tout, il le mérite, une belle carrière, là, et puis je vais aussi aller chercher Aaron Brooks. Alors, pour la petite histoire, si vous avez un chouïa de mémoire, que vous avez vu mon épisode 1 il y a pas trop longtemps, je fais exprès, après avoir récupéré Luis Scola, je récupère Aaron Brooks. En fait, ils avaient été membres des trades initiaux de ma partie avec les Rockets. Et puis on a même trouvé moyen, d'aller chercher Ron Artest. Alors ça, c'est uniquement pour se faire plaisir, petit clin d'œil. C'est un joueur que j'ai trouvé assez subjugant par moment, IRL, Ron Artest. Donc pourquoi pas, ça vient compléter l'effectif. De toute façon, on n'est pas là maintenant sur une saison rookie pour Embiid, LaVine et compagnie. On n'est pas sur des objectifs très très élevés. Hein. On va juste espérer gagner quelques matchs, se faire plaisir, puis voir un petit peu ce qu'il advient. Vous voyez, Jerebko a
a accepté son option joueur, sa qualifying offer pour être précis. Et voilà, on va donc jouer la saison qui vient avec Embiid 77, Henson 76, Gibson 76, Jabari Parker 74, ainsi que Nicolo Melli, Jerebko 72, Luis Scola, le pauvre, a dégringolé à 71. En revanche, Michael Beasley à 78, bah ça c'est pas mal. Reggie Bullock était déjà là aussi. Lui, j'ai pas eu à trade. Je suis content de retrouver Reggie Bullock. Les Celtics l'avaient drafté là une année précédente. Bon, Ron Artest a un peu chuté. Kyle Korver perd 1 d'overall. Zach LaVine est donc sorti de la draft à 77. Marcus Smart à 76. Le pauvre Aaron Brooks a dû être blessé parce qu'il prend un moins 4 d'overall alors qu'il a seulement 29 ans. Alors soit il avait un déclin très très jeune, soit il s'est trop blessé et sa carrière est relativement brisée. Voilà, on passe à la saison suivante, non sans avoir évidemment sélectionné la classe de draft 2015. Alors il y a un absent de marque dans cette classe de draft, il faudra que je le crée. C'est Justice Winslow. C'est un de mes joueurs préférés. Il n'a pas donné ses droits pour être dans la classe de draft, là. Donc, je l'ajouterai à la classe de draft, bien évidemment. Sinon, après, il y a les grands noms. Hein. Il y a les grands noms principaux. Regardez, on va commencer avec une rotation, on va dire, plaisir. Rotation plaisir, c'est-à-dire 33 minutes à ces joueurs-là qui sont assez sympas. En fait, aux 4 rookies. Hein. Puis après, vous inquiétez pas, je vais très très rapidement réduire la voilure et revenir à des minutes plus raisonnables. Mais pour le début, juste histoire de se faire plaisir, manette en main, voir comment ça se passe. Attention à l'aide en défense. Là, je vois que Buck Williams, il a 50 d'aide en défense par défaut. Et ça peut laisser libre cours à des prises à deux dont vous n'avez pas forcément envie. Je l'ai vécu avec une autre équipe en ère moderne et ça m'a particulièrement gonflé, je l'avoue. Donc allez, première opposition, on reçoit les Raptors. Les Raptors, c'est plutôt une équipe meilleure. Il démarre DeRozan, il y a Brandon Rush, il y a Bargnani, il y a le vétéran Dudley. C'est pour ça que Julius Randle ne starte pas. C'est un peu dommage, mais bon. Et tiens, je vais avoir la délicieuse surprise de rentrer le premier shoot à 3 points tenté de la carrière de Zach LaVine. Après, on a du Marcus Smart à la passe dans ce match. C'est assez sympa. Smart, je vais vous dire un truc très simple. Hormis Embiid, la construction d'équipe là, qui est la mienne pour ces très 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 jeunes Celtics, en fait, elle ressemblerait un peu à la structure de base de mes Rockets 4 ans plus tôt. À savoir, une tête de proue défensive au poste 1 en la personne de Marcus Smart, à savoir un arrière talentueux scoreur au poste 2 donc en la personne de Zach LaVine. Bon, après, au poste 3, on a le fantasque Beasley, hein, donc on verra un peu ce que ça peut donner. Et puis après, Jabari Parker, une espèce d'ailier fort qui peut aussi jouer ailier, relativement athlétique. Bon, voilà, il y a des petites similitudes. Après, la comparaison, elle s'arrête là, hein, je vous rassure. Parce qu'il n'y a pas de banc et on se retrouve, hormis se faire plaisir en postérisant à des moments, ou en tout cas en faisant le spectacle, on va évidemment gagner ce match relativement facilement. C'est un petit peu honteux le comportement des Raptors sur ce match-là. Ils arrosent tant qu'ils peuvent. Nous, on a été franchement facile. À ce moment-là de la partie, je me dis non, mais c'est cheaté là. Ne me trollez pas. Vous n'allez pas me raconter des histoires là. Ils sont nuls, mes Celtics, les pauvres.
Ils sont tout jeunes. On va pas gagner des matchs en plus. Donc voilà, si, on a gagné ce match-là. Et vivement la simulation peut peut-être remettre les choses d'aplomb. En tout cas, ça démarre avec plutôt du plaisir. Marcus Smart à la passe, avec du Zach LaVine, Jabari Parker et Jojo qui se régalent, 20 points chacun. Et puis voilà, donc des possibilités assez intéressantes pour la suite. Donc je ne vais pas abandonner les Rockets, je vous le disais, donc hors de question de laisser de côté cette équipe, mais prendre le contrôle de Boston pour essayer d'ajouter une nouvelle histoire à cette partie de My NBA en ère LeBron James. Voilà, ça me paraît être plutôt amusant d'avoir un défi de reconstruction par la draft, pas par la free agency. Voilà. Donc, Taj Gibson, en plus, sympa. Il y a quelques vétérans là avec Korver là que j'aime bien. Des joueurs vraiment emblématiques en quelque sorte. Tiens, c'est marrant, il y a aussi le jeune Austin Rivers du côté de Toronto. Mais Toronto a quand même fait bien pâle figure. Donc, je vous dis à bientôt. Prochain épisode, ça commencera par un affrontement avec les Detroit Pistons, la nouvelle équipe de Kevin Love autour de André Drummond et d'autres. Et voilà, bientôt au prochain épisode pour cette ère LeBron James en My NBA. Bye bye.